Oh mon Dieu, l'UFC 300, c'était le meilleur événement de l'histoire de l'UFC. Salut la zone, j'espère que vous allez super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'événement de l'UFC 300 qui a eu lieu simplement ce samedi dernier. Donc, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on est jeudi et vous allez voir cette vidéo vendredi. Et l'événement de l'UFC 300, il a eu lieu samedi dernier. J'ai vraiment pris mon temps pour faire cette vidéo parce que j'avais envie de vous parler de ce sujet, genre le sujet selon lequel, selon moi, en tout cas personnellement, pour moi, j'ai l'impression que l'événement que l'on vient de voir, on ne s'en rend peut-être pas compte pour le moment parce que c'est un événement qui est vraiment très récent, mais je suis littéralement convaincu que c'était le meilleur événement de l'histoire de l'UFC. Et c'est vraiment pour ça que je me suis dit que je vais prendre mon temps avant d'en parler pour que toutes mes émotions puissent se calmer et tout, et genre que je puisse ne pas simplement faire une réaction à chaud et suivre mes émotions et dire que vu que ce que je viens de voir à l'instant c'était incroyable, genre directement je peux dire que c'est le meilleur événement. Le fait de dire que c'est le meilleur événement de tout étant, je sais que ça va être construit sur le temps, mais cet événement il a littéralement le potentiel pour être le meilleur événement genre que l'on n'a jamais vu de l'histoire de l'UFC en général. Donc je pense que ce qui serait intéressant que l'on fasse avant de parler des événements en particulier qui sont passés lors de ce gros événement de l'UFC 300, c'est juste que l'on se rappelle un petit peu des attentes que l'on avait par rapport à cet événement. Bon, je fais que dire événement depuis le début, mais par rapport à l'UFC 300, on peut se rappeler un petit peu des attentes que l'on avait par rapport à cela. Donc tout d'abord, la première attente que, genre, avant même de commencer à parler des attentes en particulier, je veux que tu saches que si tu n'as pas suivi la construction de cet événement, tu dois te rendre compte que c'était un événement super critiqué, tu vois. Les gens, ils criaient sur l'UFC 300 et à commencer par moi, tu vois, on critiquait tous cet événement parce qu'on était en mode non, cette carte elle nous est vendue comme la meilleure carte de tous les temps. Et franchement, lorsque tu entends que le main event c'est Alex Pereira contre Jamal Hill, ça ne te parle pas tant que ça parce que tu t'attendais probablement à voir un main event qui serait entre Conor McGregor, Michael Chandler, ou bien de voir je sais pas, un John Jones en main event ou même un Adesanya. Genre tu t'attendais juste à voir une superstar, mais Alex Pereira a tellement réussi à soulever cette carte. Également, un autre problème que les gens avaient, c'était par rapport à la ceinture BMF, parce que ne nous mentons pas, on sait tous que la ceinture BMF c'est une ceinture qui, en vrai de vrai, elle est un petit peu inutile. Et genre que la majeure partie du temps, lorsqu'elle est utilisée simplement pour, comment dire, la ceinture du BMF, elle est simplement utilisée pour sauver une carte, tu vois. Parce que d'habitude, lorsque Dana White, tu vois qu'il est un petit peu dans la merde et qu'il ne sait pas vraiment, et qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de combattants disponibles, c'est là qu'il commence à dire, ouais, on va faire un combat pour le titre BMF. Alors qu'en vrai de vrai, c'est un titre qui n'a pas vraiment beaucoup de valeur, tu vois. Donc c'est la raison pour laquelle le combat entre Max Holloway et Justin Gaethje, c'était ouais, bon, genre dans tous les cas, même si ça va être ça probablement un beau combat, mais genre ça va pas, il y aura pas vraiment beaucoup d'enjeux, donc à la fin de la journée on s'en fout un petit peu. Après on te dit ouais, en co-main event il y a Zhang Weili contre Yan Zhenan, donc tu te dis, genre je sais pas, genre en tant que fan de l'UFC, tu te dis que ouais, probablement genre c'est juste un combat de femmes qui sont mis en co-main event, donc ça va pas être incroyable. Et un petit peu c'était également le fait que Bonnie Kali était dans la carte principale, ça aussi c'était vraiment très critiqué et tout. Et ouais, donc ça c'était les raisons majeures pour lesquelles l'UFC 300 c'était vraiment pas apprécié. Genre que la majeure partie des gens ils disaient même que l'événement de l'UFC 299 allait être bien plus intéressant que l'événement de l'UFC 300. L'UFC 299 qui était également l'une de mes cartes préférées ever. Mais juste, je suis tellement agréablement surpris de dire à quel point cet événement de l'UFC 300, il m'a époustouflé. Il m'a littéralement époustouflé, c'est ça le mot. Et je pense qu'il serait intéressant que l'on commence à présent par parler genre de cet événement en tant que tel. Donc l'événement, je suis juste en train de checker mes notes également. Donc l'événement, comme je le disais, il a été ouvert de manière spectaculaire. Donc Deiveson Figueiredo qui affronte Cody Garbrandt qui est un ancien champion. Littéralement, avant même de commencer à parler du combat en tant que tel, est-ce que tu te rends compte du nombre de champions qui étaient dans cette carte? Le nombre de champions, d'anciens champions qui étaient dans la carte de l'UFC 300, c'était juste phénoménal, tu vois. Donc, Deiveson Figueiredo, il a directement battu Cody Garbrandt par soumission, littéralement au tout début de la carte. Je vais littéralement pas revenir sur tous les combats, tu vois. Genre, mais je vais juste venir sur les quelques faits genre, que j'ai trouvé intéressants. Et je pense que tu sais exactement genre, quel est l'événement que j'ai trouvé le plus intéressant de l'UFC 300. Donc également, oui, bien évidemment, on a eu Kayla Harrison qui bat Holly Holm par soumission. Holly Holm qui est également une ancienne championne. Aljamain Sterling qui bat Calvin Kattar. Ça, je pense que c'était le pire combat de la carte. Et n'empêche que ça restait quand même un combat plutôt intéressant.
Et ensuite, un de mes combats préférés, bien évidemment, c'était Jiri Prochazka contre Alexander Rakic. Alexander Rakic qui avait quand même commencé à faire du trash talk sur Jiri, mais genre que Jiri a réussi à mettre KO au bout du deuxième round à 3 minutes 17 secondes. C'était vraiment un combat très intéressant. Ce qui était fun à voir, c'était le fait que au début du combat, Jiri il était dominé. Genre, il a réussi à faire un comeback, il a sauté sur Alexander Rakic avec son style de combat vraiment très atypique et directement il a réussi à le battre. Mais je sais que si tu as cliqué sur cette vidéo, ce qui t'intéresse c'est le main event, ne nous mentons pas. Ici, je te rappelle que tu es dans la meilleure chaîne de MMA en France. On parle des choses qui t'intéressent, tu vois. Donc, parlons directement du main event. Et en parlant du main event, tout d'abord, on avait le combat entre Bo Nickal et Cody Brundage qui s'est terminé par une soumission au deuxième round de Bo Nickal qui l'a terminé en 3 minutes et, genre, à 3 minutes et 38 secondes. Donc, ça non plus, c'était pas le combat le plus anticipé. Genre, on était tous sûrs que c'est ça qui allait se passer. Ils étaient tous certains, genre je l'avais dit dans ma prédiction, dans mon pronostic d'avant-combat, genre que Bo Nickal allait probablement le battre par soumission. Également, par rapport à ma prédiction, je veux récupérer mon crédit sur ça, parce que d'habitude je rate mes soumissions, mes pronostics. Mais cette fois-ci, j'ai réussi 5 pronostics, j'ai réussi quasiment tous mes pronostics, j'en ai juste raté un. En tout cas, sur le main event, j'ai réussi tous les pronostics, j'en ai juste raté un. Vous pouvez commencer à me faire confiance, les gars. Donc, ensuite, également, il y avait le combat entre Charles Oliveira et Arman Tsarukyan, qui est un combat qui m'a plutôt plu, parce que c'était un combat qui était intéressant, parce que on a pu voir dans la construction de cet événement et tout ça, que Arman Tsarukyan était juste en train de chercher un soi-disant bif avec Charles Oliveira. Bon, on voyait très bien que depuis le début, il faisait ça simplement pour vendre le combat, genre que c'était pas personnel, genre qu'il ne détestait pas Charles Oliveira ni rien. Mais on voyait très bien qu'il était en train de chercher Charles Oliveira et tout, et c'était majoritairement pour vendre le combat. On avait remarqué ça, mais mais genre, ce qui a rendu ça le plus phénoménal, je veux dire, c'était que lors du combat, Arman Tsarukyan il a vraiment réussi à prouver, tu vois, genre que il mérite sa place dans le top 5 de la catégorie lightweight en se faisant. Donc il a littéralement fait une masterclass, il n'y a pas d'autre mot, il a fait une masterclass sur Charles Oliveira. Ça m'étonne même que ça a été par décision partagée, genre que ça n'a pas été par décision unanime. Pour moi, le combat, c'est littéralement une décision unanime. Et j'avais prédit ça également, genre j'avais prédit que Arman Tsarukyan allait battre Charles Oliveira. Tu peux checker la vidéo si tu as envie d'essayer de me contredire. Donc, ouais, Arman Tsarukyan a battu Charles Oliveira par décision unanime. Même si c'était vraiment un combat très intéressant au tout début du combat. Quand tu dis qu'au tout début du combat, en à peine 20 secondes, Charles Oliveira a failli soumettre Arman Tsarukyan et Arman Tsarukyan a fait un très gros comeback en revenant sur Charles Oliveira et qu'à la toute fin, aux dernières secondes du combat, Charles Oliveira avait repris Arman Tsarukyan en soumission et qu'il était là par contre sur le point de le soumettre. Franchement, c'était un combat très... Genre, c'était des montagnes russes ce combat. C'était un de mes combats préférés de la soirée. Ensuite, il faut qu'on en parle, genre mon combat préféré de la soirée, Justin Gaethje contre Max Holloway. Et je pense que littéralement, genre si tu as regardé l'événement, toi aussi c'était ton combat préféré de la soirée. À part franchement, si tu es un fan hardcore de Justin Gaethje, et même là, je pense que ça peut être ton combat préféré. Parce que, mais lorsque l'on parle d'un combat de striker à l'UFC, c'est littéralement de ça que l'on parle, c'est littéralement ça que l'on a envie de voir. Deux gars qui ont un gentleman agreement entre eux, donc c'est-à-dire deux gars qui ont fait un accord entre eux, genre de ne pas partir au sol et de simplement striker du début à la fin, de s'envoyer des patates de four du début à la fin. Et c'est juste ça qui s'est passé. Même si bien évidemment Max Holloway il était plus technique, il avait une plus longue allonge et on se rendait compte genre qu'il dominait plus le combat. Genre Max Holloway il a littéralement fait une masterclass sur Justin Gaethje et au premier round, à la fin du premier round, on a vu littéralement qu'il lui a cassé le nez. C'était vraiment un combat super intéressant. Max Holloway a fait une masterclass sur Justin Gaethje sur les 5 rounds. J'ai pas encore checké genre les cartes que les juges avaient, mais genre c'était clairement, le combat partait clairement dans le sens de Max Holloway, donc c'était clair qu'il allait gagner. Et en plus du fait qu'il savait qu'il allait pertinemment gagner, à la fin du combat, il a fait l'un des gestes que je pense que littéralement ça va rester un classique dans l'histoire de l'UFC, genre que ça va être un événement que les gens ne sont pas du tout prêts à oublier. Ça rentre dans les livres d'histoire de l'UFC. Donc c'est lorsque à la fin du combat, lorsqu'il restait 10 secondes, on voit Max Holloway genre qui tente le tout pour le tout, et alors qu'il n'a pas à faire ça parce qu'il savait que genre même si Max Holloway fuyait dans le ring pendant les 10 dernières secondes, il allait gagner par décision. Mais là, c'est comme s'il regardait Justin Gaethje, il lui dit:
Ok, je sais que tu t'es fait dominer du début à la fin du combat, mais je vais te donner une chance. Je vais te donner une seule chance de gagner ce combat. Après, il lui pointe le centre du ring. Il lui dit, viens ici. De l'octogone, je veux dire plutôt. Il lui pointe le centre de l'octogone. Il dit, viens, on y va. Bien évidemment, Justin Gaethje ne fuit pas. Justin Gaethje vient en face de Max Holloway. Et juste, ils y vont. Ils se font une bagarre. Une bonne vieille bagarre de bar. Ils y vont, ils s'envoient des patates de fourrin. Ils frappent, 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 frappent. Et lorsqu'il reste une seconde, littéralement à une seconde de la fin du combat, tu vois Justin Gaethje qui s'écroule. Et le combat est terminé. Par KO. Max Holloway qui met KO Justin Gaethje, qui n'a jamais été mis KO à une seconde de la fin du KO, du combat. Et donc gagne la ceinture BMF. Je sais que tu peux dire comme tu veux que ouais, la ceinture BMF elle n'a pas vraiment d'enjeu. Mais qui est-ce que tu as déjà vu gagner une ceinture de cette façon? Littéralement, ça, je mets ça juste, peut-être juste un petit peu derrière Leon Edwards qui bat Kamaru Usman par KO pour gagner la ceinture. Parce que, ouais, dans ce combat-là, certes, Leon Edwards, il s'était fait dominer pendant tout le combat, il a réussi à gagner comme ça. Mais Justin Gaethje qui gagne le BMF title de cette sorte, non, ça c'est juste incroyable. Genre, et littéralement, ce qu'il a fait, genre, le fait qu'il l'ait gagné de cette façon, genre, c'est littéralement la définition d'un BMF. Bon, BMF, ça veut dire Baddest Mother. Tu vois, YouTube n'aime pas les insultes, donc je vais pas dire ce que ça veut dire totalement, mais genre, si tu fais une petite recherche sur YouTube, sur Google, tu vas savoir ce que ça veut dire. Donc, ouais, donc c'est de cette façon que Max Holloway s'est imposé face à Justin Gaethje, et donc il a réussi à gagner le titre BMF. Après ça, genre littéralement, j'étais juste en train de crier. J'étais choqué, je suis sûr que tu avais probablement la même réaction. Même l'arbitre en tant que tel, l'arbitre Mark Goddard, le gars genre, qui a arrêté le combat de Baki et Cédric Doumbé à cause d'une épine, il était en train de crier, lui aussi n'a rien compris. Il disait que lui, en 20 ans de carrière, il n'a jamais vu un truc pareil. Mais c'est totalement normal, genre, en 20 ans de carrière, il n'a jamais crié. Mais like, comment est-ce que tu peux ne pas crier, genre, quand tu vois cette scène, à une seconde de la fin? Mon dieu, qu'est-ce que c'était une dinguerie. Après, bien évidemment, il y avait le combat entre Zhang Weili et Yan Xiaonan. Genre, c'était un combat également. Ce combat, il m'a agréablement surpris. Ce combat, il m'a vraiment agréablement surpris parce que, genre, comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, mais Zhang Weili, je sais qu'elle est super chaude et tout, mais je l'ai jamais vraiment beaucoup regardé, tu vois. Genre, c'est pas, je vais pas venir m'asseoir ici et mentir à la caméra, les gars. Genre, comme je vous dis, genre, ici, c'est la meilleure chaîne de MMA en France. Je vais directement te dire la vérité, genre, j'ai pas regardé le plus de combats de Zhang Weili, j'ai pas regardé le plus de combats de Yang Xiaonan. Je rate pas trop, particulièrement de combats de MMA féminin. Mais ce combat, qu'est-ce qu'il m'a surpris? Tu vois les deux guerrières, genre, qui y vont du début à la fin, genre, qui strike, qui vont au sol, et genre, l'intensité qu'elles ont mise. Non, franchement, j'ai juste été trop satisfait par ce combat. Et genre, et franchement, genre, ça c'est le genre de combat qui vont à l'adhésion que j'aime bien. Parce que genre, le genre de combat qui vont à l'adhésion, genre que l'on n'aime pas du tout, genre que personne n'aime. C'est le genre de combat où les adversaires essaient genre les combattants, je veux dire, essaient de garder la distance et de mettre parfois quelques low kicks et tout. Et genre d'essayer de garder la distance jusqu'à la fin du combat pour pouvoir gagner la ceinture ou garder la ceinture. Mais c'est un combat pour le titre de cette sorte où les deux lionnes, elles y vont du début à la fin et elles strike. Franchement, ça c'est super rare et ça fait vraiment du bien à voir. Mais comment est-ce que je pourrais parler de l'événement de l'UFC 300 sans parler du main event qui a eu lieu entre Alex Pereira et Jamal Sweet Dreams Hill? Comment est-ce que je pourrais? Ce combat a été juste phénoménal. Et pour ça, je vais un petit peu revenir en arrière. Je vais te donner un petit peu de contexte. Bien que ça puisse faire durer un petit peu la vidéo, il faut que je t'en parle. Donc, l'un des problèmes majeurs que l'on avait avec l'UFC 300, c'est que on se disait que, ouais, et ça, on se disait ça légitimement, je précise bien, on se disait légitimement que le truc qui va être chiant avec l'UFC 300, c'est que bien qu'il y ait beaucoup de combattants, mais juste, il n'y a pas vraiment de bif entre certains combattants qui vont se battre. Genre, tu peux regarder quasiment tous les combattants que tu vois, genre Justin Gaethje et Max Holloway, il n'y a pas de bif entre eux, ils sont respectueux. Bo Nickal, Cody Brandage, il n'y a pas de bif. Charles Oliveira, Arman Tsarukyan était en train de se forcer genre, pour créer un bif entre eux, mais ça se voyait très bien qu'il n'y avait pas de bif entre eux. Mais Jamal Hill, Alex Pereira, mon gars, genre entre eux deux non plus, il n'y avait pas de bif, mais Jamal Hill, il a vraiment fait en sorte de pouvoir vendre ce combat, tu vois. Parce que je sais pas si c'était personnel, ou je sais pas s'il était totalement juste en train de jouer la comédie.
Mais ça se voit que les fans de Alex Pereira le faisaient chier, tu vois. Et genre, franchement, ça se reflétait sur son comportement et tout. Et c'est un petit peu la raison pour laquelle, en conférence de presse, il était en train quand même un petit peu de ramener du feu, et genre de trash talk Alex Pereira et tout. Et franchement, ça a ramené un petit peu cet aspect genre de compétition, cet aspect de beef. Et genre, ça crée un petit peu la tension, ça crée un engouement pour le combat. Moi aussi, genre, ça m'avait hypé, tu vois, pour le combat. Genre, le fait que Alex Pereira soit pour une fois en beef avec quelqu'un. Parce que, ouais, tu peux bien évidemment parler de Alex Pereira et Adesanya et tout. Mais Alex Pereira et Adesanya, tu les voyais pas. Genre, tu voyais que c'était des rivaux et genre qu'ils s'attaquaient et tout. Mais genre, tu les voyais pas vraiment en beef. Tu vas jamais voir Adesanya insulter Pereira, par exemple, tu vois. Alors que Jamal Hill, genre, lui, tu vois, genre que Pereira le faisait chier, tu vois. Et donc, le jour du combat est venu. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, genre la scène qui s'est passée était juste légendaire. Le combat commence et ouais, on était au premier round. Pendant le premier round les premiers rounds de Alex Pereira sont souvent un petit peu similaires. Genre Alex Pereira il te suit, il t'envoie des low kicks. Après, franchement, il te met juste de la pression et tout. Et c'est ça qu'il était en train de faire sur Jamal Hill. C'est ça qu'il faisait à Jamal Hill. Et d'un coup, il y a Jamal Hill genre, qui essaie d'envoyer un low kick à Alex Pereira, mais genre il l'envoie un petit peu trop haut et donc il le frappe dans les cacahuètes. Et là tu vois l'arbitre Herb Dean qui vient simplement pour stopper un petit peu le combat, genre pour dire à Jamal Hill d'arrêter. Tu vois l'arbitre qui vient et Alex Pereira qui lui fait non, 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 arrête, arrête, arrête. Just let me cook. Il lui fait arrête. Après il y a Herb Dean qui recule. Et donc Alex Pereira il s'approche de Jamal Hill et là il lui envoie une nucléaire, mon gars. Il lui envoie un truc, je sais même pas si c'était un crochet ou un uppercut du gauche. Il lui envoie ça et directement là, c'est terminé pour Jamal Hill. Là, il s'endort directement. Et il le suit en ground and pound. Il le termine. Littéralement, j'étais en train de crier encore. J'étais tellement choqué par ce finish. J'étais tellement choqué par ce finish. Et jusqu'à présent, cette scène aussi, elle peut être iconique. Déjà, le mème de Alex Pereira qui stoppe l'arbitre en mode non, non, attends. Just let me cook. Ça, c'est juste un classique. Et donc, littéralement, c'est la raison pour laquelle, même pas seulement la raison, mais tout ce que je viens de t'expliquer, en gros, c'était les raisons pour lesquelles cet événement de l'UFC 300, c'était un classique. Littéralement, c'était un classique. J'ai l'impression que c'est le genre d'événement qui vont ramener beaucoup de fans de l'UFC, tu vois. Parce que, imagine, t'es pas un fan de l'UFC et tu regardes cet événement et c'est le premier événement de l'UFC que tu regardes. Bien sûr que tu auras envie de regarder d'autres événements, tu vois. Et littéralement, c'est la raison pour laquelle je trouve que c'est phénoménal. Si on parle un petit peu plus du combat entre Alex Pereira et Jamal Hill, ce qui est intéressant à voir, c'est que Alex Pereira n'a tellement pas reçu de dégâts qu'il en est arrivé au point où il pourrait combattre à l'avenir dans l'UFC 301, qui est simplement dans un mois au Brésil, en main event. Si tu te rends compte de la dinguerie que c'est, et il se pourrait également genre, qu'il fasse ce combat pour la ceinture des heavyweights, pour devenir ainsi la première personne à avoir 3 ceintures. Avoir eu 3 ceintures à l'UFC. Les gars, si tu connais un gars genre, qui a envie de commencer l'UFC, de commencer à regarder l'UFC, ou si tu as envie que certains de tes potes commencent à regarder l'UFC, montre-lui l'UFC 300. Et surtout, dis-lui de commencer à regarder ça maintenant. Parce que ce qui est en train de se préparer, d'après ce que je vois, c'est une dinguerie. Le fait de voir un Alex Pereira Prime, genre, qui est littéralement inarrêtable, et qui va monter pour essayer de chercher une 3e ceinture. Littéralement, ça, je te dis que genre, ça, c'est un truc que dans quelques années, on va avoir une nostalgie de fou par rapport à ça. Mais bon, là, je suis franchement en train de changer de sujet. Mais c'est littéralement donc la raison pour laquelle je te disais que cet événement de l'UFC, c'était le meilleur événement de l'UFC. Genre que... Ouais, je pense qu'on peut dire ça à présent. Je pense qu'on peut dire ça. Je sais qu'après, il va falloir du recul genre, pour pouvoir bien plus y réfléchir. Il va falloir plus d'années. Mais... Ouf, à l'heure actuelle, pour moi, c'est clairement le meilleur événement de l'UFC que j'ai jamais vu. Clairement. Overall, si on parle depuis le début des préliminaires jusqu'à la fin, je pense que c'est littéralement le meilleur événement de l'UFC que j'ai jamais vu et je suis vraiment content d'avoir vu ça. Donc je pense qu'on a fait le tour, par rapport à ce sujet. Donc voilà, si ce genre de vidéo te plaît, je te conseille tout simplement de t'abonner à la zone. Par dans l'espace commentaire et laisse-moi savoir ton avis par rapport à ça. Est-ce que c'est le meilleur événement de l'UFC que tu as jamais vu? Est-ce qu'il y en a un autre que tu as préféré? Est-ce qu'il y avait des attentes genre que ça n'a pas réussi à combler? Ou bien est-ce que ça a littéralement dépassé des attentes? Je veux juste savoir ce que tu en penses dans les commentaires. J'espère que je suis pas le seul à penser que c'était le meilleur événement de l'UFC de tous les temps. Et comme d'habitude, on se capte pour la prochaine vidéo. Peace out la famille.